La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Gestion durable des produits alimentaires dans l'industrie touristique. Alors moi je m'appelle Bruno Faragno, je suis inspecteur général au ministère français de la transition écologique et solidaire et j'aurai le plaisir d'être cet après-midi le modérateur de cette session. Donc je vais donc avoir l'honneur aujourd'hui d'ouvrir ce 11e webinaire qui est organisé par l'ONU Environnement et avec la participation du ministère français de la transition écologique et solidaire dans le cadre d'un programme du développement durable et du tourisme durable, plus particulièrement du 10YFP, que je vais avoir maintenant l'honneur de vous présenter. Donc, ce programme Tourisme durable du 10YFP est une plateforme collaborative qui inclut actuellement plus d'une centaine de partenaires, 130, avec un objectif commun qui est de découpler la croissance de l'industrie touristique de la croissance de la consommation des ressources naturelles. Alors, c'est un véritable réseau international d'acteurs publics, privés ou associatifs qui se sont engagés dans le combat en faveur d'une consommation et d'une production durable dans le secteur économique du tourisme. Notre objectif à travers ce réseau et ce programme du TMFP est de contribuer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable et en particulier l'objectif de développement durable 12 sur la consommation et la production durable, mais également les objectifs de développement durable 8, 3, 14 et 15 sur le travail décent, sur la croissance économique, le changement climatique et la vie marine et terrestre. Alors ce réseau offre également la possibilité de participer à des tribunes publiques, des discussions, des débats qui permettent de valoriser les initiatives de ses membres en matière de tourisme durable, mais aussi qui permet à l'ensemble de ces actions de gagner en visibilité internationale et donc d'être partagé par des destinations touristiques qui souhaiteraient s'investir de la même façon dans cette forme de tourisme plus durable et plus soucieux de l'environnement, des cultures et des hommes. Par ailleurs, le programme crée et renforce les synergies entre les membres en vue de la mise en place de nouveaux projets ou de la levée de fonds auprès des grands financeurs du développement institutionnel ou non. Enfin, ce programme offre la possibilité d'échanger des savoir-faire, des expertises, mais aussi des bonnes pratiques entre les membres du réseau et de construire ensemble des outils au service de la consommation et de la production durable dans ce secteur d'activité où nous œuvrons tous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler quelques règles de fonctionnement de ce webinaire afin que la session se déroule de la façon la plus fluide possible. Tous les participants donc sont actuellement en mode écoute. Les participants peuvent à tout moment envoyer leurs questions aux intervenants via la fenêtre questions qui se trouve sur le panel GoToWebinar. Donc, n'oubliez surtout pas de préciser à qui votre question est destinée. Et donc, à la fin de cette session, je lirai donc les questions aux intervenants dans une session plus particulièrement consacrée aux questions-réponses. Ce webinaire, pour celles et ceux qui devront nous quitter en cours de route ou qui n'auraient pas l'occasion de le voir ou qui voudraient le partager, bien, ce webinaire est enregistré. Il sera publié sur YouTube et donc dès demain, vous recevrez sur votre email le lien qui vous permettra de consulter l'enregistrement. Alors, n'hésitez surtout pas à le partager, à le faire connaître à vos collègues et à vos réseaux respectifs. Alors, je reviens l'honneur d'introduire le débat que nous allons avoir et les présentations. Donc, je rappelle que l'industrie touristique se compose d'une grande variété d'entreprises, plutôt de petites et moyennes entreprises, et que celles-ci représentent une part importante des achats de produits alimentaires au niveau mondial. L'industrie touristique a aussi ses spécificités, plus que n'importe quelle autre. Elle est actuellement sous la pression constante des attentes et des exigences des consommateurs, et tout particulièrement désormais en matière de nourriture. On le sait, la gastronomie fait partie du rêve et de l'aventure touristique. Cette pression peut d'ailleurs affecter les décisions en matière d'approvisionnement et même avoir de graves conséquences sociales et environnementales sur les territoires et les communautés accueillantes si cet approvisionnement est mal géré ou n'est pas géré avec elles. Les visiteurs donc s'attendent de plus en plus à ce que les entreprises du secteur touristique prennent un soin particulier à l'alimentation qui leur est servie.
non seulement en termes de qualité, mais aujourd'hui, de plus en plus, en termes de durabilité sociale et environnementale. Aussi, une gestion durable des produits alimentaires utilisés dans l'industrie touristique génère-t-elle des avantages économiques et environnementaux sur les territoires où elle est produite. Elle peut contribuer également à enrichir l'expérience touristique. Enfin, la mise en place de mesures qui prennent en compte cette gestion plus durable des productions alimentaires et de l'alimentation qui est servie aux touristes permet aussi une réduction significative des émissions de CO2, mais aussi une réduction de la consommation des ressources et de la protection des déchets, ce qui est un objectif majeur que nous poursuivons tous à travers notamment ce programme TimeWave. Alors, quelques informations sur les objectifs de ce présent webinaire. D'une part, nous avons le souhait d'explorer des exemples de méthodologies de gestion durable des produits alimentaires dans l'industrie touristique, notamment avec l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous souhaitons aussi présenter les avantages, notamment de la prévention du gaspillage alimentaire, et puis explorer des modèles économiques pertinents de collaboration avec des producteurs et des communautés. Alors, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, passer à notre première présentation, qui sera faite par un binôme qui est composé d'une part de Christian de Barin, qui est directeur général d'Autrec. Autrec, donc, qui est une association européenne qui représente les hôtels, restaurants et cafés en Europe depuis le 8 avril 2014. Et donc, par Christian de Barin, mais aussi Alex Varavka, qui est donc responsable affaires publiques donc à Autrec et qui est un des spécialistes de cette association, notamment qui vous présentera donc tout ce qui est fait en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc Christian et Alexis, c'est à vous pour 15 minutes. Merci. Merci beaucoup Bruno. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et merci aux Nations Unies et en particulier à Sultana pour cette excellente initiative de nous réunir sur le thème du gaspillage alimentaire. Je voudrais rappeler très brièvement l'objectif effectivement que nous souhaitons tous atteindre. Évidemment, s'inscrit dans les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, plusieurs évidemment peuvent avoir trait à ce sujet. Ça va être évidemment l'éradication de la pauvreté, ça va être également la réduction des inégalités, mais je crois surtout, j'étais en train de les regarder, vous voyez, sur mon téléphone, mais effectivement la lutte contre le changement climatique. L'Autrec, en 3 mots, c'est l'organisation européenne qui regroupe 40 associations nationales dans 29 pays européens. C'est donc la voix de l'industrie auprès des institutions européennes, 1 800 000 entreprises, 10 millions d'emplois et une particularité, donc un secteur extrêmement fragmenté avec une moyenne de 10 employés par entreprise pour plus de 90% des entreprises. Effectivement, on a fait partie du Steering Group en 2017 de l'année internationale du tourisme durable pour le développement. C'est les Nations Unies pour le tourisme qui l'ont créé. Et effectivement, slide suivant s'il vous plaît. Voilà, je crois que l'important et ce sur quoi vraiment on voulait commencer avant de donner la parole à Alexis, c'est que notre secteur reste finalement assez marginal, même si 12% du gaspillage alimentaire, c'est énorme, c'est beaucoup trop, mais si on compare notre secteur par rapport à d'autres, évidemment, comme les households, on est effectivement très petit. Et il faut savoir que dans les 12%, donc intitulés services alimentaires, comprennent également la restauration collective et les services traiteurs. Donc, ce qui veut dire que la représentativité, enfin, ce que représente la part du secteur HoReCa, donc hôtel, restaurant, doit être, à mon avis, de l'ordre de la moitié à peu près, de 5 à 6%. Donc, ça reste assez marginal. Il n'empêche que nous avons une responsabilité dans le cadre des 17 objectifs de développement durable qui ont été pris. Nous souhaitons contribuer à réduire le gaspillage alimentaire et nous avons pour cela, slide suivant s'il vous plaît, pris nos responsabilités et développé effectivement des guidelines. Nous avons fait ces guidelines notamment en partenariat avec le groupe Métro, bien connu, mais également l'association, la Fédération européenne des banques alimentaires dans le cadre des donations alimentaires. C'était très important pour nous. Mais quant aux guidelines pour la réduction,
du gaspillage alimentaire. Elles ont été développées avec nos associations nationales et effectivement, elles ont été ensuite essaimées dans les différents pays. Nous avons décidé pour le mois de janvier de développer des outils de mesure pour voir comment elles ont été mises en place localement et effectivement si on peut contribuer maintenant que les bonnes pratiques sont en place dans certains pays, mais à les essaimer dans tous les pays et à voir par quel type d'outils on peut justement mieux disséminer ces différentes lignes directrices et ces différentes recommandations. Avant de donner la parole à Alexis, qui sont extrêmement pratiques. Le but était de développer des éléments très pratiques pour les restaurateurs et les hôteliers qui ont une activité restaurant. Voilà. Merci en tout cas. Bravo à tous. Je donne maintenant avec plaisir la parole à Alexis. Alexis qui est Public Affairs Manager de Lautrec depuis 10 ans maintenant et qui est un grand expert pour notre organisation et pour toute l'industrie en matière alimentaire. Merci Alexis. La parole est à vous. Bonjour à tous. Alors, après cette introduction assez complète de la part de Monsieur Debarin, je vais essayer de rentrer un petit peu dans les détails de ce que nous avons fourni comme ligne directrice. Alors, comme il a été expliqué un petit peu en introduction, effectivement, le secteur touristique est un secteur un petit peu particulier parce que vous avez une grande hétérogénéité finalement des acteurs. Et si on s'intéresse très particulièrement à l'ORECA et notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire, nous avons un certain nombre de caractéristiques qui sont un petit peu plus complexes pour nous. C'est à savoir que par exemple, c'est un secteur qui est extrêmement fragmenté, 1,8 million d'entreprises, mais surtout dominé par des très petites structures, puisque plus de 9 entreprises sur 10 est une micro-entreprise, c'est-à-dire qu'elle emploie moins de 10 personnes. Si on prend en moyenne, c'est environ 5 employés par entreprise dans le secteur de l'ORECA, donc ce sont vraiment des toutes petites structures. Les autres caractéristiques propres, c'est que, notamment dans la restauration, une partie des déchets alimentaires est inhérente à l'activité, parce que vous avez des déchets qui sont non comestibles. Par exemple, si on prend les os des restes animaux, on ne peut pas donner ça, servir cela dans un restaurant, c'est bien évident. Mais vous avez également un rôle important qui peut être opéré par le client, puisqu'il y a un gâchis qui peut provenir de l'assiette du client. Mais ce qui est très important, c'est que toutes les entreprises du secteur, quelle que soit leur taille, ont tout un intérêt à agir pour réduire le gaspillage alimentaire, parce que c'est un secteur où les marges ne sont pas forcément très élevées. Et donc, ces petites entreprises ont tout intérêt à effectivement mettre en place des stratégies pour minimiser le gâchis, parce qu'en minimisant le gâchis, on minimise les frais inhérents à l'entreprise. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, ce qu'a fait Lautrec, c'est que nous avons essayé de travailler avec nos associations pour essayer d'identifier les grands éléments dans lesquels on peut réduire concrètement le gâchis alimentaire dans les entreprises de l'ORECA. Et nous avons notamment identifié 9 piliers ou 9 secteurs particuliers où, à chacun de ces secteurs, des centres d'action assez simples, très pratiques, peuvent permettre finalement à n'importe quelle entreprise de ce secteur de réduire le gaspillage alimentaire. Alors, je vais aller très rapidement sur ces 9 piliers. Nous avons essayé effectivement de les identifier à travers tout le processus de la restauration, c'est-à-dire en partant du départ, quand on conçoit un menu, puis le choix des produits pour pouvoir faire ce menu, leur stockage, les conseils en cuisine, lorsque l'on prépare les différents plats dans un menu ou pour le client, la partie dialogue avec le client qui, on verra, est très importante, ainsi que des conseils pour la fin du service, des conseils spécifiques pour les buffets, boissons, et des conseils généraux de gestion ou de réutilisation de certains résidus qui peuvent parfois avoir une valeur économique, comme nous allons le voir dans un instant. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, si je vais essayer de vous donner quelques exemples précis, sans aller de manière exhaustive point par point, mais des exemples de ces conseils pratiques que nous donnons donc aux entreprises de l'ORECA. Si on prend le premier point qui est dans la préparation du menu, l'un des premiers conseils, c'est d'essayer de favoriser les menus plats du jour. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que ça vous permet d'avoir une véritable visibilité sur vos propres stocks, de manière à éviter que vos propres stocks se périment rapidement. Donc, vous pouvez plus facilement gérer ce que vous avez en stock et ne pas perdre de denrées alimentaires comme cela. De même que nous conseillons, par exemple, d'avoir moins de plats à la carte. Pourquoi? Alors, ça peut paraître contre-intuitif, mais quand vous avez moins de plats à la carte, vous avez moins de stock et en plus, ça vous permet finalement d'apporter une véritable valeur ajoutée dans le type de plat que vous avez. Nous avons aussi également des recommandations d'utiliser les mêmes ingrédients dans plusieurs recettes, de manière à pouvoir utiliser toutes les parties des mêmes ingrédients à travers les différents menus de la carte.
De même qu'il y a une recommandation très simple d'essayer d'utiliser les produits qui sont les plus proches de la date de péremption à l'intérieur d'un menu et des menus du jour notamment, de manière à s'assurer que vos aliments ne se périment pas et qu'ils soient utilisés avant les dates limites d'utilisation. Nous avons également des conseils sur le choix ou l'achat des produits. L'un des aspects intéressants est que notamment toutes nos associations membres nous ont dit qu'il était très intéressant pour un restaurateur d'essayer de privilégier les réseaux locaux de distribution pour une raison très simple, c'est que ça vous permet de connaître directement le producteur ou le distributeur, d'avoir plus de flexibilité dans les acheminements et la fourniture et de lui dire très précisément quels sont vos besoins exacts. C'est un dialogue qui est très important parce que ça vous permet d'éviter déjà très rapidement d'avoir du gâchis parce qu'on ne vous a pas livré le bon produit, par exemple. De même qu'on conseille, lorsque vous faites livrer les produits de votre fournisseur, de vérifier si les dates de péremption sont bien adaptées à vos besoins, s'il n'y a pas d'emballage qui soit abîmé, et de faire très attention notamment à tous les produits frais, les fruits, les légumes, sont-ils abîmés? Parce que s'ils sont abîmés, on sait que bien évidemment, ils vont s'abîmer plus rapidement et ce sera plus compliqué de les utiliser par la suite. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, nous avons également un certain nombre de recommandations pour le stockage et les conseils de préparation en cuisine. Alors, le conseil numéro 1 en stockage est finalement très simple, c'est de limiter les stocks, essayer d'être au plus près du flux attendu de clientèle. Ça permet d'éviter effectivement que les produits expirent. Nous avons également, là ça c'est une recommandation clé d'avoir un respect strict de toutes les règles d'hygiène, parce que ça c'est la première source de gâchis. Si vous ne respectez pas cela, vous allez jeter des produits, donc il faut vraiment être très attentif à cela pour les entreprises du secteur. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les principes FIFO, First In, First Out, et FIFO, First Expired, First Out. C'est très simple. Quand vous avez un produit qui rentre, c'est celui qu'il faut utiliser en premier si possible. Et quand vous avez un produit qui approche de la date de péremption, c'est celui qu'il faut utiliser en premier dans vos plats du jour, dans vos menus du jour, bien évidemment. Et aussi, quelque chose de très important, quand vous recevez vos stocks, c'est de bien étiqueter systématiquement tout ce qui part en chambre froide pour éviter que vous ayez une chambre froide qui ressemble à un capharnaüm et que vous soyez certain de qu'est-ce que vous avez, quand est-ce que ça va pouvoir servir avant les dates de péremption. Alors en cuisine, il y a aussi un certain nombre de conseils très simples qui peuvent être utilisés, notamment le fait de se concentrer plus sur les saveurs, la valeur ajoutée gustative plutôt que sur les quantités dans l'assiette. Ça, c'est un élément important. Ça permettra d'éviter le gaspillage dans l'assiette directement. Et également, deux choses très importantes, les portions qui doivent être un petit peu adaptées aux attentes du client, toujours pour éviter qu'il y ait un gaspillage dans l'assiette du client. Et surtout, là, il y a vraiment un conseil en cuisine très important de faire attention à la mise en place et notamment d'éviter les garnitures qui sont extraordinairement jolies, mais que le client ne va pas forcément manger, qui va trouver ça très beau dans l'assiette, mais bien évidemment, lui ne va pas le manger, donc ça fait à ce moment-là du gaspillage. Donc, il faut vraiment faire très attention à cet aspect-là. Slide suivant, s'il vous plaît. Et ensuite, nous avons des conseils, et là, vous avez vraiment quelque chose de très important, les dialogues avec le client. Nous avons vu toute une partie auparavant qui concernait la phase qui précède l'arrivée du client au restaurant, mais les clients ont un rôle effectivement à jouer dans la réduction du gaspillage alimentaire dans le secteur de l'ORECA. C'est pour ça qu'il est très important que le personnel en salle soit impliqué pour qu'il discute avec les clients pour savoir quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs fins. Ont-ils vraiment très faim, une petite faim? Et c'est là qu'il peut y avoir un dialogue qui s'instaure et un retour en cuisine qui va permettre d'adapter l'offre dans l'assiette finalement aux clients. Vous avez aussi un aspect important, c'est que parfois certains clients sont sensibles au choix sur la carte. Or, nous avons vu précédemment qu'il est peut-être recommandable d'avoir moins de choix sur la carte pour éviter le gaspillage potentiel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement communiquer aux clients pour qu'ils comprennent pourquoi vous n'avez que 7 ou 8 places sur la carte et pas 38 par exemple. Il faut vraiment que le client le comprenne, donc le restaurateur doit pouvoir dialoguer avec son client de ce point de vue-là. De même que vous avez, on voit beaucoup pulluler ces dernières années les offres de doggy bag ou de food box qui permettent finalement au client d'emporter ses restes chez lui s'il n'a pas fini son assiette. C'est quelque chose qui est intéressant, mais là encore, il faut en discuter avec le client parce que vous avez des risques en termes d'hygiène. Donc, il faut que le client soit bien conscient que ce qu'il prend, il doit le mettre immédiatement en réfrigération. Il n'est pas question de le faire attendre plusieurs heures avant cela, sinon vous avez un problème. De même que vous ne devez pas créer une attente du client. C'est-à-dire que le client ne doit pas se dire « Ah ben, je vais commander une plus grande assiette parce que je vais pouvoir emporter mes restes ». Parce qu'à ce moment-là, si on a ce genre de phénomène-là, au lieu de réduire le gaspillage, on risque de l'augmenter au contraire. Donc, le dialogue avec le client est fondamental pour tous ces aspects-là. Alors, vous avez également ensuite des
des recommandations pour après le service. Par exemple, certains produits dont on voit qu'on n'arrivera pas à s'en servir avant la date de péremption, ils peuvent parfaitement servir pour préparer les repas du personnel juste avant ou juste après les services, de même que certains résidus peuvent être utilisés pour faire d'autres recettes après. Slide suivant, s'il vous plaît. Et enfin, pour terminer, nous avons des conseils généraux de gestion, des conseils spécifiques pour les buffets et boissons ou la réutilisation de certains résidus. Alors, le point numéro 7, la réutilisation de certains résidus, c'est un point très important parce que même si vous faites finalement tout bien en amont, il est parfaitement possible que vous ayez un certain nombre de restes, certains parce qu'ils ne sont pas comestibles, d'autres parce que vous avez beau avoir fait tout ce que vous pouviez, vous avez un aléa dans la fréquentation du restaurant, vous avez des restes, ça peut arriver également. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que tout ce qui reste là peut avoir une deuxième utilisation dans certains cas. Par exemple, les produits comestibles peuvent être utilisés dans certains cas pour faire des dons alimentaires. Les produits qui ne sont peut-être pas comestibles par les êtres humains peuvent parfois servir pour l'alimentation animale sous certaines conditions, ou alors ils peuvent être valorisés pour être transformés en énergie ou en compost. Il y a des usines de méthanisation. Ce sont des utilisations secondaires qui peuvent avoir d'ailleurs une valeur économique pour le restaurateur. Donc c'est assez intéressant pour finalement réussir à réduire encore le gaspillage quand tout ce que vous avez mis avant n'a pas été suffisant, que vous avez encore des restes. Vous avez également des conseils sur les buffets qui peuvent être importants parce que vous avez les buffets qui sont souvent une source importante de gâchis. Il est donc très important d'éviter par exemple de les remplir de nouveau quand vous êtes dans le dernier quart d'heure d'un buffet parce que vous savez que ce qui restera là ne sera pas forcément consommé. Et en termes de conseils généraux de gestion, bien évidemment, toujours et encore les normes d'hygiène, mais également la formation du personnel parce que le personnel doit être impliqué et a un rôle important à jouer. Et enfin, il y a un conseil très simple, mais essayer de favoriser les réservations. Un hôtel ou un restaurant qui favorise les réservations aura une meilleure visibilité sur son besoin de stock et pourra mieux prévoir les aliments dont il a besoin et ainsi éviter du gaspillage. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, comme nous avons pu voir, nous avons essayé avec ces lignes directrices d'avoir une approche assez holistique qui intègre finalement chaque étape de l'activité d'un restaurant, tout en essayant de concevoir des lignes directrices qui soient extrêmement pratiques, qui soient extrêmement faciles à comprendre par n'importe quel restaurateur, quelle que soit la taille de son restaurant. Et en faisant cela, nous avons essayé de mettre en place ce qu'on appelle la hiérarchie sur le gaspillage alimentaire, qui est une hiérarchie qui essaie de privilégier avant tout la prévention, puis si ce n'est pas suffisant, la réutilisation pour les êtres humains, notamment dans les dons alimentaires, puis pour éventuellement la réalisation pour nourrir les animaux, et de manière à ce qu'à la fin, les quantités qui restent soient minimales et que vraiment ce soit une quantité minimale qui parte finalement dans les poubelles générales. Et nous pensons que grâce à ces lignes directrices, ça nous permettra effectivement d'aider les entreprises du secteur et le secteur HoReCa en général à réduire son gaspillage alimentaire, quel que soit le type d'entreprise ou de restauration que vous faites. Voilà, c'est tout pour le moment et je serai ravi de répondre aux questions un petit peu plus tard. Je vous remercie. Merci beaucoup Christian et Alexis, merci d'avoir respecté parfaitement votre temps de parole, merci aussi pour votre présentation et pour votre engagement sur le gaspillage alimentaire. Alors je rappelle à tous les participants que vous pouvez envoyer vos questions à Christian et Alexis via la fenêtre questions, donc prévue à cet effet sur l'outil GoToWebinar, et ils répondront donc à vos interrogations à la fin du webinaire lors de la session questions-réponses. Je vais maintenant céder la parole à Agnès Veil, qui est directrice du développement durable au Club Méditerranée et qui va nous faire une présentation donc sur l'action qui est menée par le club auprès des populations accueillantes pour créer une offre agroalimentaire. La parole est à vous, Agnès, pour 15 minutes. Merci Bruno. Bonjour à tous les participants et merci aux organisateurs de ce webinaire. Je suis ravie effectivement de pouvoir partager sur ces beaux sujets. Alors là, on n'est pas tout à fait dans le gaspillage, mais il y a vraiment des liens avec ce que vient de dire Alexis et en particulier sur les circuits courts, car c'est plutôt de ça qu'il s'agit. Alors ce partenariat, on va aller peut-être sur la slide suivante. Voilà, enfin non, peut-être le précédent, juste voilà, pour les grandes lignes, il y a juste un petit peu d'histoire sur comment c'est venu. C'est parti d'un constat que dans nos villages, on achète bien sûr, et je dirais depuis toujours, localement quand on le peut.
Et quand on le peut, ça veut dire qu'on trouve les produits à la fois que le climat et les savoir-faire permettent qu'ils soient cultivés, mais aussi qu'ils puissent être présents en quantité, qualité, régularité suffisante pour approvisionner des resorts, on dit des villages de vacances tels que les nôtres. Or, par exemple, au Sénégal, en Casamance, donc dans une région assez reculée du Sénégal, on achetait nos produits localement quand on les trouvait, mais très souvent, on ne les trouvait pas avec ces enjeux de quantité, qualité, régularité, et on pouvait aller les chercher à Dakar, marché très important pour toute l'Afrique de l'Ouest sur les fruits et légumes. Et il n'était pas impossible du tout, voire fréquent qu'à Dakar, on trouve facilement des oignons sur les marchés venant de Hollande, parce que mondialisation oblige. Et donc, on se retrouvait éventuellement dans nos villages de Casamance à certains moments de l'année avec des oignons de Hollande, alors qu'il y en a sur les bords des chemins, mais qu'il y avait une jonction à faire entre les producteurs, nos contraintes, et nous-mêmes, donc acheteurs de ces produits. Et en fait, ces constats, on les a faits avec la chance de faire ça de façon concomitante avec la rencontre d'une ONG qui s'appelle AgriSud et qui justement intervient sur ces filières d'approvisionnement. Donc sur le slide suivant, merci. On a défini un partenariat et avant de rentrer plus dans le détail, dire que ce partenariat est devenu l'un des 11 axes forts de l'ensemble de notre politique développement durable, notre programme durable qu'on appelle le Globe Members, qui a été défini donc en 2012. Nous sommes d'ailleurs en train de réactualiser et auquel s'adjoint les actions de notre fondation d'entreprise qui va bientôt d'ailleurs fêter ses 40 ans. Donc voilà, ça s'inscrit donc dans le cadre d'une politique durable d'ensemble. Donc sur le slide suivant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, on ne peut pas parler de notre partenariat sans expliquer un peu qui est AgriSud. C'est une ONG assez originale. Moi, j'en ai pas vraiment trouvé d'équivalente, qui a, elle, fêté ses 25 ans tout récemment, qui a été créée par un entrepreneur français qui s'appelait Jacques Baratier, qui a travaillé beaucoup en Afrique et qui a constaté que beaucoup de pays avaient finalement délaissé des agricultures vivrières au profit d'une agriculture intensive et pour l'exportation, et qu'ils se retrouvaient donc des pays assez pauvres à devoir importer des produits de première nécessité agricole alors qu'ils avaient tout à fait la capacité de les produire eux-mêmes. Et il a commencé à accompagner des petits producteurs. Et en fait, c'est devenu une ONG dont le credo est, je dirais, l'ONG qui crée des entreprises. Et convaincu que l'entreprise est vraiment un instrument de lutte contre la pauvreté, la très petite entreprise. Et donc, ils ont sorti des dizaines de milliers de personnes et leurs familles de la précarité par la mise en économie. Donc, c'est à la fois un accompagnement technique, on le verra, sur des aspects d'agroécologie, pour une utilisation plus durable de leurs terres, mais aussi d'apprendre à se mettre sur le marché pour avoir un niveau de vie qui dépasse l'autosubsistance, mais qui permet de sortir durablement de la pauvreté. Donc, slide suivant s'il vous plaît, on a eu cette idée en se disant… AgriSud, eux, ils partent de communautés ou d'acteurs de l'offre, de gens qui peuvent produire, et ils cherchent avec eux des marchés pour les accompagner à identifier ces marchés et aller vers eux. Or, nous, c'était un peu inversé. On arrivait en disant, écoutez, nous sommes un marché, on peut offrir des débouchés réguliers et prévisibles, mais on a besoin, pour le coup, de chercher qui peuvent être les offreurs. Donc, on a installé pour AgriSud l'occasion d'avoir une logique un peu inversée et cette logique de filière. Donc, les bénéfices de ce programme, ils étaient clairs, hein, ils étaient à la fois des produits frais, savoureux, agroécologiques, donc sains, de saison, et puis aussi très riches de sens sur nos buffets, des approvisionnements sécurisés sur ces produits de qualité, un impact environnemental, un impact d'image, on verra après aussi. Et pour AgriSud, on était tout à fait dans la lignée de leur vocation.
Donc, un autre point aussi, un angle sous lequel on peut voir les choses, c'est quand on a vu sortir après coup, parce que le projet a maintenant une dizaine d'années, mais les objectifs les 17 objectifs du développement durable, on a regardé et dans l'ensemble des pays du monde où on couvre le projet, c'est vrai que à peu près toutes les cases sont remplies parce que d'une façon ou d'une autre, ça touche vraiment à tous les aspects du développement durable et pas seulement environnementaux, mais aussi sociaux, sociétaux, culturels, etc. Alors, le slide suivant, s'il vous plaît. On a le projet, donc on est parti sur une idée. Vraiment, c'était une idée. On s'est dit on va essayer et on a signé un accord cadre. Et ensuite, on est parti pays par pays, en commençant par des diagnostics, bien sûr. Parfois des diagnostics négatifs qui disaient on n'a pas trouvé quoi faire. Parfois des diagnostics qui ont été, qui nous ont donné l'idée de commencer. On a commencé et puis au bout de peu de temps, ça n'a pas marché. Donc parmi les projets qui ont fleuri concrètement et qui perdurent, d'autres ont éclos et se sont fermés. Donc c'est vraiment pas une science exacte. Et il faut savoir dans ce type de programme s'adapter et savoir que une erreur n'est pas un échec, mais d'une erreur on apprend et on continue, on persévère. Donc, on a commencé au Sénégal, et c'est le projet, je dirais, le plus mûr maintenant, puis au Brésil, au Maroc, où on a 2 projets dans l'Atlas et dans la Palmeraie de Marrakech. En Tunisie, on avait commencé, puis malheureusement, la réduction d'activité a fait que derrière, on n'était plus assez régulier nous-mêmes en termes de débouchés, donc on n'a pas pu faire durer ce programme. On espère le réveiller. En Indonésie, et puis on a des projets dans d'autres pays prochainement. Ce qui est intéressant, c'est que à côté de la relation directe achat de produits aux maraîchers, aux producteurs, on a aussi, au bout de quelques années, impliqué nos clients eux-mêmes, à qui on racontait cette histoire, qu'ils appréciaient, et on a pu lever des fonds auprès d'eux, on en reparlera, pour bonifier encore les programmes et les activités. Donc, slide suivant. Je vais un petit peu vite, je pense qu'il peut y avoir des questions derrière, mais je vais essayer de passer toutes les slides rapidement et de répondre s'il y a des questions plus pointues. Alors, comment ça se passe très concrètement sur le déroulement d'un projet dans l'un de ces pays? Alors, la slide suivante, on va la regarder. Elle est un peu touffue, surtout, ne vous affolez pas, mais c'est juste pour dire derrière que ça implique énormément de monde. Là, c'est un exemple sur le Maroc, mais c'est vraiment de la co-construction multipartite, comme on dit. Et donc, c'est pas très facile. Il y a beaucoup de maillons dans la chaîne. Aussi bien en interne dans l'entreprise, donc chez nous, parce que c'est à la fois au niveau local, et au niveau local, ce sont les gens qui opèrent, les restaurants, les cuisines, mais aussi les acheteurs, et les acheteurs, il y en a au niveau du village, mais il y a aussi des directions de pays, des directions corporate, il y a nous-mêmes direction de développement durable, et puis il y a beaucoup d'acteurs dans la boucle côté producteur, côté AgriSud. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'AgriSud ne vient pas, la plupart du temps, sauf vraiment exception, il ne vient pas en direct auprès des producteurs, mais il va s'assurer qu'il y a des associations, des ONG ou des structures sur lesquelles s'appuyer qui, elles, sont pérennes et qu'on va faire monter en capacité pour qu'AgriSud puisse se retirer au bout de quelques années et que le projet soit viable. Donc voilà, quelque chose de très multipartite et souvent avec d'autres partenaires, comme par exemple au Maroc, la fondation Nord6, mais on a souvent d'autres parties prenantes, donc c'est vraiment de la co-construction et du partenariat, ce qui d'ailleurs répond à l'un des objectifs du développement durable. Slide suivante. Voilà, donc si on prend maintenant le déroulement type, il y a cette mission de diagnostic qui est cruciale. Parce que, comme on le disait, on part d'une offre et donc il faut regarder, on part plutôt d'une demande en produit et il faut donc regarder s'il y a une offre, donc identifier s'il y a des producteurs qui seront à la fois en capacité, tout de même il y a tout un certain nombre de critères de faisabilité en technicité et surtout en envie. Voilà, parce que ça vient modifier en profondeur leurs habitudes. Il faut beaucoup de courage de leur part pour se lancer, pour le faire.
et parfois c'est modifier des habitudes qu'ils tenaient de leurs parents, hein, je pense aux producteurs de l'Atlas, et donc il faut sentir s'il y a une appétence, si c'est quelque chose à quoi des gens veulent répondre, et puis s'il y a des structures d'appui. Voilà, slide suivante. Donc, une fois qu'on a identifié qu'effectivement des choses sont possibles, le programme est dessiné et il se déroule. Donc, il prend en général, en tout cas, une bonne saison pour montrer les pratiques plus agroécologiques, échanger avec les producteurs et qu'ils voient le résultat sur déjà une production. Et puis, un accompagnement en parallèle qui démarre sur la gestion. Là, ça peut être simplement, alors il y a toute une palette de contenu, mais souvent ça revient déjà à faire comprendre les mécanismes de marché, mécanismes de construction des prix et des coûts. Très souvent, les producteurs travaillent mais ne connaissent pas leurs coûts. Alors ils ont des intrants, ils ont au-delà même de leur temps, et parfois on se rend compte qu'ils produisent dans leur vie quotidienne à perte, alors qu'il ferait mieux d'aller acheter au marché des produits qu'ils produisent. Donc tout ça, c'est pour les aider à prendre conscience de tout ça. Dans certains cas, il y a aussi des cours d'alphabétisation pour permettre de sous-tendre cette gestion suivant les cas. Donc, ça peut aller assez loin. Slide suivante. Merci. Donc, ensuite, et en parallèle, il y a les formations plus techniques en termes d'agroécologie. Et donc là, ce sont des dizaines et même peut-être des centaines de pratiques très, très concrètes qui portent sur l'eau, qui portent sur les intrants, qui portent sur les pesticides naturels, qui portent, voilà, donc là, il y en a quelques exemples mis sur le slide. Et ce sont, AgriSud a accumulé un savoir-faire agroécologique sur les pays du Sud absolument remarquable et qui n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'ouvrage qui les compile, et ils ont d'ailleurs fait eux-mêmes une synthèse de tout ça dans un manuel édité en 2010 qui leur permet d'essaimer les pratiques de certains pays vers d'autres et parfois de réveiller, je dirais, des pratiques dans les pays dans lesquels ils sont qui s'étaient éteintes. Ou bien d'introduire des pratiques plus modernes avec des techniques qui n'avaient jamais existé auparavant. Mais donc, c'est souvent là-dessus qu'ils construisent la confiance qu'ils obtiennent des producteurs parce qu'ils voient vraiment le résultat sur les rendements. Slide suivante. Donc, voilà, on a parlé de gestion, d'agroécologie, organisation commerciale aussi. Ça, c'est se mettre comment planifier les ventes, comment stocker, livrer, facturer, s'organiser en coopérative. Plein de choses qui sont basiques, mais qui sont absolument nécessaires pour pouvoir vendre à des opérateurs, en tout cas comme le Club Med, mais comme les hôteliers organisés en général. Donc ça, c'est un autre volet. Tout cela se fait bien entendu dans un ordre qui s'adapte aux situations, mais à peu près en parallèle. Et donc dans le slide suivant, on va voir la partie implication des équipes du côté Club Med aussi. Ça s'est avéré ne pas être si simple parce que expliquer le projet, en particulier aux acheteurs, c'était pas si simple parce que dans un premier temps c'était un peu perçu comme je dirais un projet caritatif, donc qui était vu sympathiquement mais qui arrivait un peu en fin de course quand on a fait le reste. Alors on a expliqué que c'était pas ça, que c'était notre intérêt bien compris aussi, plein de points de vue, et puis que ça ne pouvait être viable que si c'était vraiment traité comme un échange commercial à part entière. Et ça a été finalement parfois trop bien compris, donc il y avait une gestion comparable à celle des très gros grossistes. Donc là encore, on avait quelques réglages à faire, mais maintenant je pense qu'on installe un modus vivendi qui fonctionne bien, mais ça demande des réglages fins parce que des petits producteurs avec les aléas saisonniers, etc., c'est pas les mêmes relations qu'avec des grossistes qui de toute façon vous trouveront les produits sans qu'on sache toujours vers quel producteur ils vont se tourner. Là, on dépend d'eux, et donc ce sont des habitudes à changer là aussi, et ça prend un peu de temps. Et enfin, donc slide suivant, l'étape qui est venue quelques années après de mise en valeur auprès des clients, une fois que les produits sont là, comment on leur donne toute leur saveur et leur valeur en le faisant savoir aussi, en racontant leur histoire. Donc au Sénégal, par exemple, les maraîchères viennent
une fois par semaine présenter leur buffet. C'est une source de fierté pour elles aussi, vraiment d'intérêt pour les clients. On a édité une petite collection de livres qui mélangent portraits de ces producteurs et recettes de cuisine. Voilà, sur les fruits de l'Atlas, sur les maraîchères, les légumes de Casamance. On essaye d'organiser des excursions dont le produit est reversé pour améliorer le projet là aussi. Et puis dans le slide suivant, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ce sont des opérations, ce qu'on appelle de fundraising, de levée de fonds, alors qu'on le fait pour ce projet comme sur d'autres projets de la Fondation. On invite les clients dans le cadre d'activités qui sont propres au club, hein, qui peuvent être des animations amusantes, qui peuvent être des ventes aux enchères un peu loufoques, qui peuvent être des courses de sport, mais on lève des fonds donc à la manière Club Med, mais pour des projets qui bénéficient aux populations. Et ça nous permet de renforcer, d'apporter encore du bonus au projet, par exemple des pompes à eau solaire pour les maraîchères, pour rendre le travail moins pénible, des systèmes d'irrigation pour les arboriculteurs de l'Atlas qui ont permis d'élargir à la fois la surface cultivée et puis la période dans le temps pendant laquelle ils cultivaient. Voilà, des choses très concrètes à hauteur de plus de 80 000 euros pour ces deux projets, et on est en train de faire de même sur Bali en Indonésie. Voilà un peu pour le déroulé type. Alors je galope un peu. Bon, globalement sur le slide suivant, on constate là qu'on a atteint pas loin de, alors là ce sont des chiffres de 2016 je crois, mais on a dû dépasser les 100 tonnes de produits, mais vraiment quand on voit comment ils sont faits à la main ces produits, 100 tonnes ça fait du chiffre. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est vrai que ça a été pour nous plus long qu'on pensait pour que chaque projet éclose. Parfois ça marchait pas, donc c'est pas facile, mais ça prend. Et aujourd'hui, dans les villages concernés, on est en moyenne, bon c'est assez variable, mais on est en moyenne autour de 50-55% des produits que savent faire ces producteurs, on les achète chez eux. Et le reste, on l'achète ailleurs sur le marché, ce qui fait qu'on n'est pas dans une dépendance 100%, nous, Club Med, vis-à-vis de ces producteurs et ces producteurs vis-à-vis du Club Med. C'est important qu'il y ait une sorte de résilience réciproque, aussi parce que le tourisme peut être un peu aléatoire. Quand on a vu, par exemple, Ebola sur le Sénégal, quand il y a des baisses de fréquentation, il ne faut pas que ça se répercute, il faut qu'il y ait une certaine élasticité et que ça ne se répercute pas de façon trop violente sur les ventes pour les producteurs. Donc, et ça, je crois qu'on a atteint des taux assez sains de ce côté-là. Voilà, slide suivante peut-être. Parce que pour dire que les bénéfices sont à la fois, et les résultats peuvent être quantifiés, mais il y a aussi toute une série d'impacts positifs qui ne sont pas vraiment chiffrables, mais qu'on ressent en tant qu'entreprise, à la fois sur les aspects opérations, mais aussi sur l'appréciation par les clients, par les équipes, par les communautés qui accueillent nos villages. Et quand on veut se développer, qu'on en parle, c'est très apprécié. Et voilà, en termes tout simplement de communication aussi, ce sont des sujets qui parlent et qu'attendent nos clients d'aujourd'hui. Sur le slide suivant, on voit aussi qu'il y a eu un certain nombre de reconnaissances à la fois dans le domaine des achats durables, dans le domaine sur les trophées Maroc du tourisme responsable ou les Hospitality Awards. Voilà. Et pour terminer, quelques exemples aussi d'autres retombées. On a parfois développé des jardins pédagogiques, en particulier à Bali. On va essayer de le faire dans d'autres sites en lien avec ce projet AgriSud. Et puis surtout, je dirais le bénéfice principal, et pour nos équipes en particulier, ce sont les témoignages des bénéficiaires. Que ce soit des femmes qui ont acquis une vraie indépendance, et ont pu envoyer leurs enfants à l'école parce qu'elles pouvaient voir de quoi demain serait fait, des hommes aussi de l'Atlas qui avaient perdu, qui ne déplantaient plus leurs arbres parce qu'ils investissaient plus en fait, et qui ont déplanté pour replanter parce qu'ils y croyaient. Donc tout ça pour nous, ça a été, je dirais, le meilleure gratification. Voilà. Merci pour votre attention et à tout à l'heure pour des questions peut-être. Ok.
Merci beaucoup Agnès pour cette présentation particulièrement riche. Et je suis sûr que tout à l'heure, dans la session questions-réponses, un grand nombre d'interrogations permettront de compléter peut-être tout ce que vous avez pu nous dire à travers ces diapos. Je rappelle donc à tous les participants que vous pouvez envoyer vos questions à Agnès via la fenêtre questions qui est prévue à cet effet sur l'outil GoToWebinar. Et sans plus attendre, pour ne pas perdre trop de temps, je vais demander à notre troisième intervenant, Arnaud Herman, qui est directeur du développement durable au groupe Accor Hôtel, de bien vouloir donc nous présenter son programme de collaboration avec les producteurs d'agriculture pour offrir une gamme plus durable d'aliments dans les restaurants. C'est à vous, Arnaud. Alors, bonjour à tout le monde, c'est Svitlana qui est derrière dans les coulisses de ce webinaire. Je vois que Monsieur Herman a les difficultés de connexion. Je vous prie d'attendre une toute petite seconde pour qu'on puisse résoudre ce problème. Margarita, je vois que vous êtes en ligne. Est-ce que peut-être vous pouvez informer Monsieur Herman? Oui, excusez-nous, je joue avec lui pour qu'il arrive à se connecter. Excusez-nous. Il n'y a pas de souci, on attend quelques petites minutes. Je vais reprendre la parole quelques instants et je vous propose de poser une question à Alexis le temps qu'on assure la connexion avec notre dernier intervenant. Donc Alexis, si vous en êtes d'accord, une des premières questions qui vous a été posée donc sur notre site est la suivante. Travaillez-vous avec l'ADEME dans le cadre de votre démarche, et notamment dans le cadre de la démarche que l'ADEME a mise en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire, comme par exemple dans le passeport vert en matière de tourisme, ou est-ce que vous travaillez seul sur la base d'une méthode personnelle, ou est-ce que vous êtes prêt éventuellement à avoir des coopérations avec l'ADEME? Merci Bruno pour la question. Alors, je crois que Monsieur de Barin avait au tout début de notre présentation conjointe expliqué que Autrec avait élaboré ses lignes directrices conjointement avec nos associations nationales d'hôteliers de restauration. Nous en avons une quarantaine présentes dans 28 ou 29 pays. Et parmi celles-ci, il y a notamment en France l'UMI, l'UMI qui a activement contribué à nos lignes directrices. Et il se trouve que l'UMI coopère actuellement déjà avec l'ADEME et a produit 2 brochures spécifiques, une pour les hôteliers et une pour les restaurateurs, sur comment diminuer le gaspillage alimentaire. Donc Autrec n'a pas coopéré directement avec l'ADEME, mais ses membres français le font effectivement. D'accord. Et il y a beaucoup de personnes qui nous interrogent à propos de vos guidelines. Est-ce que donc ceux-ci sont accessibles éventuellement à des organismes qui travailleraient sur les mêmes sujets que vous? Est-ce que vous pouvez les rendre accessibles? On a par exemple les chambres de commerce de France qui ont développé une web application pour identifier des éco-gestes en matière d'hôtellerie-restauration et qui seraient très intéressés de diffuser vos guides. Est-ce que ce serait possible? C'est parfaitement possible. Si vous prenez le tout dernier slide de ma présentation, vous avez un lien sur lequel les lignes directrices sont accessibles. Elles sont accessibles à n'importe qui se connecte sur ce lien sur notre site web public. Et bien évidemment, toute organisation qui souhaite les diffuser est la bienvenue. D'accord. Très très bien. Bah, écoutez, éventuellement, de toute façon, j'expliquerai tout à l'heure, éventuellement d'avoir des informations après le webinaire à travers Svitlana. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, je pense qu'on a rétabli la communication, pas encore.
Alors, je vais peut-être moi poser une question à Agnès, si Agnès m'entend. Donc, vous avez évoqué une expérience particulièrement intéressante. Est-ce qu'elle est reproductible? Est-ce que vous envisagez, vous, à travers votre groupe qui est implanté dans le monde entier, de reproduire cette expérience ailleurs sur un autre continent? Ben, oui, actuellement, on a donc des projets qui vivent au Sénégal, Maroc, donc Brésil et Indonésie. On va lancer des diagnostics probablement sur l'île Maurice. On est en train d'examiner comment faire ça en Chine aussi. Et en Chine, on cherche aussi à avoir un partenaire tiers parce que les relations avec les acteurs locaux sont très particulières et on a besoin de s'appuyer sur des partenaires chinois aussi. Donc, on est en train d'essayer d'identifier. Donc, oui, absolument. Et l'idée maintenant est qu'AgriSud puisse renforcer les capacités d'associations déjà en place qui elles-mêmes monteraient plus vite en compétences pour que AgriSud soit moins impliqué et puisse se démultiplier plus facilement. Donc ça, c'est notre enjeu. Notre enjeu, il est aussi de faire quand même monter en puissance le taux de produits échangés sur l'ensemble de nos projets et puis systématiquement d'aller jusqu'à une implication client, une connaissance par les clients de ce qui se passe, une boucle, je dirais, mieux bouclée. Mais voilà, la duplication, absolument, elle fait partie du programme. Enfin, elle se fait progressivement, mais on va essayer de l'accélérer. Et ce qui est certain, c'est que cette approche, en tout cas, dans son esprit, elle est duplicable par beaucoup d'opérateurs et que je pense d'ailleurs que c'est une occasion de travailler de façon mutualisée et coopérative entre opérateurs touristiques sur un même site. Très bien, merci beaucoup. Juste peut-être une précision, je vais vous donner le principe de fonctionnement du jardin pédagogique de Bali en quelques mots. J'ai pas entendu la question. Oui, excusez-moi. Vous pourriez nous dire en quelques mots quel est le principe de fonctionnement du jardin pédagogique de Bali? Ah ben, c'est un jardin qui a été dessiné avec l'aide d'AgriSud et de son savoir-faire justement agroécologique, dans lequel il y a tout simplement des petites plantations à faire tout au long de l'année et pour lequel on doit former nos équipes. Alors c'est un mélange d'équipes mini-club et d'équipes espace vert, enfin des gens permanents. Pour avoir des ateliers pédagogiques auprès des enfants sur la nature, mais avec des pratiques agroécologiques, c'est-à-dire pas d'intrants chimiques, mettre sur pilotis des pépinières avant la saison, etc. Enfin, plein de petites pratiques concrètes. Voilà, donc c'est plutôt un effet un peu vitrine, mais qui est apprécié parce que les parents et beaucoup de en Asie en particulier, enfin la sensibilisation à l'environnement, à la nature des enfants est un sujet qui monte fort. Et donc voilà l'esprit de ces jardins. C'est pas de produire dans les villages eux-mêmes parce qu'il n'y a pas assez de surface. Okay. Merci beaucoup Agnès. Je pense qu'on a rétabli la avec Arnaud. Oui, bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Écoutez, je vous cède la parole. Très bien, merci Bruno et encore pardon pour ce petit problème technique. J'étais connecté par téléphone, je vous entendais très bien, mais manifestement le son n'allait pas dans l'autre sens. Alors, je vais du coup essayer de tenir malgré tout l'agenda. Alors, merci de nous donner la possibilité de présenter cette troisième illustration, alors qui va, je l'espère, enrichir les deux précédentes préoccupations qui ont été présentées par l'OTREC et le Club Med. Alors, dans le cas de Accor, je vais essayer de vous introduire à ce concept assez incompréhensible d'in-setting, en tout cas sur le terme, de vous expliquer ce qu'on cherche à faire, qui en deux mots, c'est comment de façon la plus systémique possible, un groupe hôtelier qui est aussi un groupe de restaurateurs peut décider d'agir sur son amont agricole et pour entraîner les agriculteurs avec lui de façon à produire des aliments de meilleure qualité, que ce soit gustativement parlant ou d'un point de vue plus écologique, autour de ce principe d'agroécologie dont Agnès a beaucoup parlé durant sa présentation. Alors, sur la première page, vous avez sous les yeux
le programme de développement durable de Accor. Alors, je ne vais pas le présenter en détail, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Simplement pour vous, voilà, vous dire qu'on est engagé dans un système de mise en place d'une démarche durable au sein de Accor qui s'articule autour de ces 6 axes. Un programme qui nous emmène jusqu'à 2020, qu'on a lancé l'année dernière. Et comme vous le voyez, parmi les différentes grandes préoccupations que nous avons souhaité mettre l'accent sur clairement le pilier alimentaire, avec un plan d'action extrêmement précis que je vais vous présenter en page suivante. Alors, le point central de notre démarche autour de l'alimentation tient autour d'un document que nous avons sorti l'année dernière qui s'appelle la Charte de l'alimentation saine et durable, qui est un engagement qui s'applique à la totalité de nos points de vente et de denrées alimentaires, et les restaurants et bars. Donc, ce document comprend la totalité des engagements du groupe Accor en faveur d'une alimentation plus saine et plus durable, comme son nom l'indique, qui s'articule autour de 3 grands axes. Un premier axe qui est sur la qualité intrinsèque des aliments qu'on met à disposition de nos clients, avec des préoccupations autour de la santé, par exemple éviter les graisses cachées, éviter les sucres cachés, éviter les huiles hydrogénées, éviter les huiles de palme, mais également avec des plats de meilleure qualité gustative, notamment par exemple on prend l'engagement de donner des pièces de viande au juste prix, c'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention de servir du foie gras ou une entrecôte dans un ibis. On préfère sortir des pièces de moindre coût, mais à meilleure qualité. Ou également des engagements sur des plats végétariens ou des plats sur lesquels on a pris garde aux substances qui peuvent être intégrées. Je pense notamment à toutes les préparations de type 5e gamme, c'est-à-dire les plats préparés que nous servons directement dans nos restaurants, pour lesquels nous serons vigilants à limiter tous les additifs chimiques, notamment que certains industriels peuvent apporter. Un deuxième axe qui est plutôt sur le modèle d'approvisionnement et donc sur la filière, avec des engagements forts en termes d'accroissement de la qualité écologique de nos produits, avec favoriser des produits issus de certification bio ou en tout cas de filières agroécologiques, mais également de filières équitables pour les pays qui proviennent d'alimentation du Sud comme le café ou la banane. Également être attentif au bien-être animal. On a notamment pris des engagements très précis sur les œufs et la filière d'élevage de poules et de viande de poulet. Et enfin, des préoccupations également sur les espèces marines protégées et donc prendre l'engagement de ne présenter dans nos restaurants aucune espèce qui est inscrite sur les listes comme espèce en voie de disparition. Et le dernier axe concerne la réduction du gaspillage en général. Alors bien évidemment le gaspillage alimentaire, mais plus globalement tous les packaging, les emballages que nous trouvons au buffet ou sur certains plats. Alors cette charte s'accompagne de 3 objectifs chiffrés à horizon 2020. Le premier objectif, c'est que cette charte soit appliquée à 100% de nos hôtels d'ici 3 ans maintenant, 2020. Donc c'est celui que vous trouvez en bas à gauche dans la colonne. Qui est adjoint de 2 autres objectifs. Le premier, c'est un objectif quantitatif de réduction du gaspillage alimentaire. Donc, on s'inscrit pleinement dans les différentes démarches que Lautrec a présentées et on a nous-mêmes mené des réalisations intéressantes qui montrent qu'il y a un vrai potentiel de réduction. On a des hôtels, des très gros restaurants qui ont réussi à réduire jusqu'à 80-90% leur gaspillage alimentaire en l'espace de quelques mois. Donc, il y a malheureusement un gisement. Et puis un dernier indicateur qui est sur les potagers urbains, donc c'est plus un clin d'œil de dire on peut, nous, groupe hôtelier, être un acteur de transition vers aussi l'agriculture urbaine, avec cet objectif d'avoir 1000 potagers sur nos 4000 et quelques hôtels à travers le monde. Alors en page suivante, vous avez la raison pour laquelle on est si vigilant à agir autour de l'alimentation, qui était un sujet qui était moins présent dans nos précédents plans de développement durable qui ont pris fin en 2015. Et la raison principale, c'est qu'on s'est aperçu en menant une analyse environnementale que le sujet de l'approvisionnement alimentaire pesait très lourd dans notre bilan environnemental, dans notre empreinte environnementale. Alors, pas forcément sur le sujet du carbone. L'alimentation représente environ une dizaine de pourcents de notre empreinte carbone, c'est-à-dire le poids des aliments qui sont consommés dans nos restaurants et toute la chaîne en cycle de vie que cela considère. Mais ça peut représenter des montants importants quand on regarde la biodiversité ou la consommation d'eau.
Et puis au-delà de ça, on est aussi un restaurateur significatif. Ça représente de l'ordre de 25-30% de notre chiffre d'affaires. Et dans un pays comme la France, on est finalement la deuxième chaîne de restauration après McDonald's en nombre de points de vente. Donc ça reste une activité très significative. Donc raison pour laquelle on pense qu'on a vraiment une responsabilité et la nécessité d'agir dans le secteur, sachant par ailleurs qu'on est confronté à des vraies dérives et des fins de cycle sur les façons de produire. Enfin, je pointe du doigt là en particulier l'agriculture intensive, dont on sait qu'on arrive un peu au bout du système, parce que les rendements sont en baisse, les sols sont extrêmement dégradés, donc il faut se sortir de ce cycle-là. Alors, voilà pour la présentation plutôt de la démarche et les enjeux autour de l'alimentation pour Accor. En page suivante, je vais présenter un tout autre programme, mais vous allez voir, les deux vont se joindre progressivement autour de cette démarche d'in-setting que je vais vous présenter ensuite. Alors, cet autre programme s'appelle Plan for the Planet, qui est le programme que Accor a lancé il y a une petite dizaine d'années pour accompagner le client dans son choix de réutiliser les serviettes au cours de son séjour dans plusieurs nuits dans l'hôtel. Et donc, nous avions pris l'engagement pour justement amplifier ce geste du client, de l'accompagner par l'engagement de planter des arbres. Donc, avec le message simple de dire, si vous réutilisez la serviette, on s'engage à utiliser la moitié des économies que nous allons faire en blanchisserie pour financer les arbres. Donc, ce programme, aujourd'hui, a une vraie taille critique. On a planté 5 millions d'arbres dans près de 300 projets à travers le monde dans nos principaux pays d'implantation. Et en fait, quand on regarde en page suivante l'histoire de ce programme, on s'aperçoit qu'il a énormément évolué. Donc, quelque chose qui était vraiment un programme de pure plantation, qui a utilisé la symbolique de l'arbre à son début en 2009, on l'a progressivement emmené vers un programme de soutien à l'agriculture avec plusieurs étapes. La première inflexion a été réalisée en 2012-2013, où en fait, à la demande des hôteliers, plutôt que de planter des arbres sans réelle vertu vis-à-vis de notre activité et un peu éloignés de nos hôtels, puisqu'à l'époque, nous n'avions que 7 projets à travers le monde, nous avons pris la décision une double décision de multiplier les projets pour réaliser ces plantations au sein même des pays où nous étions implantés, et également de planter ces arbres dans des fermes, dans des exploitations agricoles, pour faire le lien justement avec nos restaurants en disant, puisque nous sommes restaurateurs et que nous avons des impacts, autant améliorer ces impacts directement. Donc cette inflexion a été réalisée avec notre partenaire Pure Projet qui s'occupe de toute la mise en place de ce projet, de l'accompagnement technique qui est assez voisin de ce que Agnès a pu présenter avec AgriSud, même si c'est beaucoup plus centré sur ce qu'on appelle de l'agroforesterie, donc de planter des arbres au sein des fermes, dont on sait que ça s'inscrit dans des principes agroécologiques. Et les années passant et le programme devenant désormais assez emblématique et significatif en termes de taille, nous arrivons maintenant à une nouvelle inflexion qui consiste tout simplement à boucler la boucle et donc faire en sorte que désormais ce programme d'agroforesterie, ces arbres qui sont plantés auprès des fermes, le soient directement auprès de nos fournisseurs et que les communautés, les villages que nous avons pu soutenir par le passé deviennent nos fournisseurs de denrées alimentaires. Alors, c'est ce qui est décrit en page suivante, avec ce fameux terme un peu barbare de in-setting. Donc, l'idée, elle est vraiment très simple, c'est de se dire, on considère que nous, Accor, on a une responsabilité vis-à-vis de notre système d'approvisionnement alimentaire, parce qu'on est un énorme donneur d'ordre et qu'on a la capacité à toucher un grand nombre de clients. Et donc, on a une responsabilité d'agir. Donc, on avait ce programme de plantation d'arbres. On a par ailleurs des enjeux alimentaires importants. Donc, on va faire en sorte que les deux se superposent. Et donc, on va vouloir vraiment avoir une action la plus systémique possible pour convertir nos fournisseurs à de l'agroécologie et de l'agroforesterie en particulier. Alors, ce mot in-setting, c'est un peu un clin d'œil au terme de offsetting qui désigne la compensation carbone. Et j'y reviendrai par la suite, c'est un mouvement qu'on a lancé avec d'autres entreprises. Et ce terme in-setting, finalement, désigne le fait de vouloir agir au sein de sa chaîne de valeur positivement. Donc, c'est le clin d'œil à in, de dire, on ne fait pas des actions un peu n'importe où, mais on les fait vraiment là où on a un lien économique. Et on ne le fait pas seulement sur les sujets carbone, comme l'offsetting,
qui concerne uniquement la compensation carbone, mais on le fait vraiment avec une vision holistique des enjeux liés à la biodiversité, à l'eau, au sol, mais aussi aux enjeux sociaux et au soutien des producteurs. Alors concrètement, une illustration peut-être la plus avancée aujourd'hui de l'in-setting chez Accor, c'est en page suivante, c'est la France, qui est encore une fois notre principal pays d'implantation, où nous avons 1500 établissements, donc une taille relativement critique. Et donc nous avions par le passé des projets de soutien auprès des fermiers, et nous avons décidé de lancer un nouveau dispositif il y a 2 ans, qui s'appelle le concours Arbre d'avenir, alors qu'il y a plusieurs déclencheurs, plusieurs étapes. Première étape, c'est de dire on va changer d'échelle et on va faire en sorte que ce soit plus nous qui allions trouver des fournisseurs, mais que ce soit les fournisseurs, enfin les producteurs qui viennent nous voir, donc sous la forme d'un concours. Donc le principe est assez simple, on apporte une dotation qui est de l'ordre de 300 000 € chaque année pour permettre à des agriculteurs de se convertir à des pratiques agroforestières. Ils déposent un cahier, un dossier avec des éléments techniques qui nous permettent de juger la viabilité et la robustesse de leur projet. Et ensuite, il y a un filtre technique pour s'assurer que cela est viable. Et puis, on les aide si jamais le dispositif est jugé insuffisant. Et ensuite, il y a un jury qui se réunit qui va déterminer quels sont les projets les plus importants et qui ensuite sont dotés de certains montants. Donc les enveloppes varient selon les cas de figure, mais de 5 000 à plus que 15 000 €, et qui permettent à ces agriculteurs de s'engager dans une démarche qu'ils n'auraient pas pu faire autrement. Donc le dispositif existe maintenant depuis 2 ans et on a la possibilité, on a pu chaque année accompagner une petite quarantaine d'agriculteurs. C'est un dispositif qui a eu une belle répercussion, parce que vous voyez, il a été soutenu par les pouvoirs publics et Nicolas Hulot en particulier. Et surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est que le ministère de l'Agriculture nous a donné la possibilité de remettre une médaille au concours général pour la catégorie agroforesterie, donc a reconnu le bien fondé de cette approche à Accor-Hôtel, et donc avec cette reconnaissance qui est assez extraordinaire dans le monde agricole. Donc ce concours a maintenant une vraie capacité d'action et d'entraînement dans l'agroécologie et l'agroforesterie en France. Et ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est que les fermiers qui sont soutenus soient reconnectés à nos hôtels et puissent devenir fournisseurs. Donc on a commencé à mener un certain nombre d'opérations avec des difficultés, pour être tout à fait honnête, sur la capacité à assurer une distribution dans nos hôtels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a d'un côté un système un peu industriel de restauration qui est Accor, avec des acteurs très locaux. Et donc, avec le ressort et l'appui de nos distributeurs nationaux, on essaye progressivement de monter en charge. Alors, je vais finir avec la dernière page, qui est celle d'après, pour vous dire que, au-delà de la volonté d'investiguer cet amont agricole, on s'aperçoit qu'on va très rapidement se heurter à des limites d'échelle, et que malgré toute la bonne volonté d'un groupe comme Accor et malgré sa forte présence en France, on n'aura pas la capacité à créer un mouvement d'ampleur seul. Et donc c'est la raison pour laquelle on s'est regroupé au sein d'un club que Accor a vraiment co-créé dès son origine avec Pure Projet, qui est notre opérateur technique en matière d'agroécologie, et notamment Nespresso, qui a été très, très, très actif à ce moment-là. Donc un club qui vise finalement à réunir des grandes entreprises ou plus petites qui ont la même approche de responsabilité vis-à-vis de leur chaîne de valeur, et qui sont prêts à unir des forces pour construire des projets en commun et changer d'échelle. Donc typiquement, vous voyez des noms comme L'Oréal, Chanel, Kering, Guerlain, Caudalie, et le club est en train de s'élargir, d'ailleurs un peu plus franco-français là où il a été lancé. L'idée étant vraiment de mettre en moyen des ressources, des moyens entre nos grands groupes pour ne plus faire des projets isolément, mais communément, de façon à ce qu'on ait une vraie capacité d'action. Et en périphérie de ce club, on est justement en train de réfléchir en France à un dispositif qui serait beaucoup plus de plus grande importance, avec des grands acteurs nationaux de la distribution, de la restauration ou de l'agro-industrie qui rejoindraient cette philosophie, et donc qui dupliqueraient et feront résonner beaucoup plus largement l'approche qui a été initiée par Accor-Hôtel, de façon non plus à toucher simplement une centaine d'acteurs, de producteurs chaque année individuellement, mais vraiment de multiplier ce nombre par peut-être 10 ou davantage. Voilà, donc je vais m'en tenir là. Je répondrai bien évidemment à toutes les questions si vous en aviez, et je vous réitère mes excuses par rapport au petit problème de connexion.
pas de problème pour la connexion. On a rattrapé les choses très très vite. En tout cas, un grand merci pour cette intervention. Alors peut-être une première question. Vous venez d'évoquer les évolutions en termes de chaîne de valeur dans les entreprises. À travers ce club que vous venez de nous présenter, on voit que ça bouge au niveau donc des entreprises du secteur touristique, mais de tout ce qui peut être dans la périphérie de ce secteur. Avez-vous constaté le même changement au niveau de vos clients ces dernières années? Est-ce qu'il y a une sensibilité aux actions que vous menez? Est-ce qu'il y a aussi une demande plus importante en termes de produits locaux, de recours aux produits locaux, de recours à des produits locaux plus sains, plus bio, et aussi toute cette dimension du commerce équitable. Donc, est-ce qu'on sent une évolution de la sensibilité des clients et de leur attente en la matière? Alors, merci pour cette question. Effectivement, alors on réalise régulièrement des études clients pour savoir quelles sont les attentes de nos clients. Et sur la restauration, c'est assez net. On va de plus en plus, et la tendance s'accentue sur une attente très très forte. Et le terme englobant, c'est l'authenticité. Nos clients veulent des produits plus authentiques, ce qui regroupe des produits plus naturels, plus locaux, de meilleure qualité tant gustative que écologique. Et donc, ça se traduit effectivement par une demande de bio, une demande. Alors, le fair trade, je ne l'inclurai pas forcément parce que ça reste un sujet qui est moins bien compris par les consommateurs, même si c'est en progression. Mais des produits locaux en particulier, d'ailleurs, nos acheteurs l'ont bien compris et sont en train d'aller chercher tous ces labels qui permettent d'authentifier une provenance ou un produit du terroir ou local. Alors, donc clairement, la tendance consommateur est extrêmement présente. Là, aujourd'hui, on voit des difficultés, et en toute franchise dans nos organisations, c'est de trouver une adéquation entre l'offre, le prix de l'offre et l'attente client, sachant qu'on commence, même si les choses évoluent, mais on voit qu'il y a un peu de friction sur le prix, c'est-à-dire que les clients veulent des produits de meilleure qualité, mais quand on les propose, aujourd'hui souvent ce sont des produits un peu plus chers à acheter, à sourcer auprès de nos distributeurs, sachant que par ailleurs nos distributeurs n'ont pas toujours les volumes ou les références correspondantes à nos besoins. Donc il y a déjà ce problème d'être en mesure de se sourcer correctement de grands produits, donc d'où l'intérêt pour nous d'agir directement auprès des producteurs pour développer l'offre. Et puis sur le prix, aujourd'hui on est encore, le bio par exemple représente un surcoût qui est parfois significatif de 10-15% à l'achat. Alors après, quand c'est noyé dans les coûts de préparation, c'est un peu moins fort au prix de l'assiette. Mais ce n'est pas toujours des prix que le client est prêt à mettre en place pour son assiette, pour son menu. D'où la nécessité, encore une fois, de changer d'échelle et de dupliquer le volume d'offres disponibles pour faire réduire les coûts mécaniquement. Merci beaucoup. Peut-être avant d'avoir une nouvelle question à Arnaud, je vais reprendre une question qui a été posée à Alexis. Donc, dans la stratégie de votre association Lautrec, d'abord, avez-vous plutôt une stratégie au niveau de Lautrec pour valoriser les initiatives de vos leaders au sein du réseau, mettre en avant en quelque sorte les stories, et donc pour que ça serve d'exemple éventuellement à d'autres opérateurs ou à des nouveaux entrants? Alors tout à fait. À Lautrec déjà, nous avons une première chose, c'est que dans la brochure sur le gaspillage alimentaire que nous avons publiée en début d'année, déjà dans la brochure, nous avons identifié une demi-douzaine d'exemples de bonnes pratiques en provenance de France, de Belgique, d'Espagne, du Danemark ou d'Allemagne, et nous avons essayé de les publiciser déjà pour montrer qu'il y avait des choses qui se passaient un petit peu partout en Europe, des choses très intéressantes qui pouvaient servir. Maintenant, au-delà de ça, nous avons également en interne chez Lautrec une plateforme digitale qui permet à nos membres de partager entre eux des bonnes pratiques sur toute une série de sujets, mais qui inclut également le gaspillage alimentaire. Et enfin, nous avons un troisième niveau, c'est-à-dire que nous avons une newsletter qui s'appelle Hospitality Business News, qui s'occupe uniquement des nouvelles sur le comment faire fonctionner les restaurants ou les hôtels en général. Et à l'intérieur de celle-ci, nous régulièrement nous mettons en avant les bonnes initiatives qui sont prises par nos membres, et ça permet ainsi de rejoindre tous nos membres. À charge par contre après au niveau national pour nos membres nationaux de les distribuer auprès des opérateurs. Merci beaucoup. Une question qui est revenue assez souvent sur
concernant Agnès, mais vous tous d'ailleurs. C'est quoi les principales, Agnès, les principales difficultés que vous avez rencontrées dans cette expérience quand même très très significative? Sur l'expérience avec AgriSud, je dirais que la principale difficulté qu'on a rencontrée, c'est le temps que ça a pris. On s'attendait, quand on a dessiné un peu la perspective en 2007-2008, à monter les projets, à les faire durer 3 ans des crescendo et puis à accéder à l'autonomie pour aller en faire éclore ailleurs. Et en fait, c'est pas 3, c'est largement 6. Enfin, sans compter les coûts pour rien. Enfin, il y en a pas trop, mais il y en a un peu. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de temps pour créer à la fois la formation des uns, la formation des autres, la médiation entre les deux. Maintenant, ça va plus vite. Je pense que maintenant, on a un petit peu appris et on accélère. Mais voilà. Et ça, je pense que à l'échelle d'une vie en entreprise, même de façon de la durée pendant laquelle des gens habitent aussi un poste, etc., c'est des choses à prendre en compte. Parce que parfois, on lance le projet, on n'en voit pas la fin. Donc ça, c'est un premier élément. La deuxième, c'est peut-être nous, on a été surpris effectivement par la difficulté à faire comprendre aux directions achats ce positionnement un peu, je dis pas intermédiaire, mais enfin qui n'est ni du caritatif, ni des achats dans les pratiques complètement classiques, une sorte de rapport relation client-fournisseur traditionnel. Ça aussi, c'était une difficulté. Après, je rejoins tout à fait ce que disait Arnaud. Alors, en termes de coûts, non. Je pense qu'on arrive en moyenne à des coûts qui sont parfois au-dessus de ce qu'on a sur le marché, parfois en dessous. Enfin, et peut-être légèrement au-dessus, mais pour une telle qualité, je dirais authenticité, comme le disait aussi Arnaud, supérieure, que le rapport qualité-prix n'est pas un souci. En revanche, le fait d'avoir de l'offre, on a parfois fait des diagnostics sans trouver nécessairement à proximité des producteurs pour pouvoir jouer ce jeu-là et monter ce type de projet. Okay. Donc c'est voilà. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question pour Arnaud. Peut-être une question plus personnelle, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que comment vous avez parlé d'un engagement d'avoir 1000 potagers urbains dans vos hôtels à l'horizon 2020, si j'ai bien noté. Vous en êtes où maintenant et quelles sont les techniques d'agriculture urbaine que vous utilisez? Vous avez recouru à quel type de savoir-faire? Oui, alors, question intéressante. Figurez-vous que de la vingtaine d'objectifs que nous avons pu prendre en 2016 pour 2020, ce sera certainement le plus facile à atteindre. Alors, c'est une demi-surprise, parce qu'on savait que le terrain était extrêmement favorable et finalement, les hôteliers se mobilisent très facilement autour de cette action, dès lors qu'évidemment, ils ont de l'espace et la possibilité d'installer un potager. Mais c'est sans doute l'action sur laquelle on a le moins besoin de les mobiliser, de les pousser pour avancer. Parce que je pense que ça répond à beaucoup d'attentes, une attente de reconnexion au sol, au vivant, à la terre, de la part de nos collaborateurs. Enfin, il y a une des grosses justifications, c'est que c'est souvent des projets qui sont portés par nos collaborateurs de façon à trouver un petit épanouissement, une petite caractère agréable dans son quotidien. Donc aujourd'hui, alors on attend les derniers chiffres pour 2017. Là, on est en pleine période de reporting, mais on devrait arriver à 600 ou 700 potagers d'ici cette année, après à peine 2 ans. Et donc à la question précise de quel type de potager, objectivement, on n'a pas voulu être restrictif, donc c'est un peu tout. Donc il y a des potagers en pleine terre dès lors que les hôtels ont de la surface. On a même des très très grands potagers, même en plein centre-ville. Donc à Paris, par exemple, on a une surface de plus de 600 mètres carrés au Pullman Tour Eiffel, qui est très significative et productive. On a aussi des choses plus technologiques. On a par exemple aussi à Paris créé un potager en aéroponie. Donc c'est une technique de production extrêmement intensive qui utilise en fait, qui ramasse les plants sur des supports verticaux pour augmenter la productivité au mètre carré, avec un suivi assez sophistiqué de ces plantations. Et on a également des hôtels qui testent de l'hydroponie, de l'aéroponie, c'est-à-dire toutes ces technologies qu'on entend aujourd'hui. Et on va même jusqu'à faire de la bière. Donc on a
des hôtels qui sont en train donc qui ont planté du houblon, qui présente l'avantage de pousser de façon très verticale, donc qui peut aussi faire de la couverture végétale sur des façades, et qui vont brasser leur houblon pour créer la bière de l'hôtel et la distribuer à nos clients très bientôt. Je propose que tous les intervenants à ce webinaire se retrouvent pour la première bière qui sera produite dans les quelques mois ou années qui vont venir. Volontiers. Alors, il me reste à conclure maintenant ce 11e webinaire donc que nous avons organisé avec ONU Environnement. Remercier bien évidemment tous les intervenants une nouvelle fois, d'une part pour la qualité de leur intervention, l'originalité de leur démarche, et puis bien évidemment pour avoir respecté les règles du jeu, ce qui n'est pas toujours évident quand on est passionné. Remercier aussi l'ensemble des participants au webinaire, des auditeurs, dont certains venaient de très très loin d'ailleurs, on a pu le voir à travers les questions. Remercier aussi et surtout, j'allais dire Svitlana, qui assurait l'organisation du séminaire dans tous ses aspects les plus pratiques d'un côté, mais aussi dans la préparation avec nos intervenants de son contenu. Moi, je peux vous dire qu'en tout cas, en tant que représentant d'un ministère en charge de la transition écologique et solidaire, vos interventions sont particulièrement encourageantes. On vous a posé parmi les questions ce que font les ministères pour encourager tout ça. On a l'habitude d'intervenir dans un certain nombre de domaines, à travers des fonds notamment, et le thème YFP, ce programme en est un de nos bras armés. Mais je peux vous dire qu'en tant que moi co-leader de ce fonds, au titre de la France, je suis vraiment particulièrement heureux de voir les progrès qui ont été accomplis par la profession, l'ensemble des professions d'ailleurs touristiques. Et en tout cas, vous en avez été d'excellents témoins aujourd'hui. Un grand merci à vous tous de nous avoir écoutés, d'avoir participé à ce webinaire. Un grand merci à vous tous. Je vous rappelle que si vous voulez, parce que ça nous a été posé comme question pendant le webinaire, si vous voulez revoir les PowerPoint, vous pouvez les consulter sur le site du 10YFP de l'Organisation mondiale du tourisme. Et vous pouvez surtout, pour toute autre question, contacter Svitlana, donc sur l'adresse que vous devez voir, donc à ONU donc Environnement, et elle sera ravie de vous communiquer des informations dont vous auriez besoin, et notamment si vous ne l'avez pas, l'adresse du 10YFP à l'ONU. Voilà, un grand merci à vous et bonne fin de journée.